Merci Grégory pour ton introduction, très, très inspirante déjà. On va donc passer un petit moment sur Seismic et aussi sur les applications du Sales Enablement, de mesurer l'impact. Donc, j'ai le plaisir de présenter donc Nathalie Berger, qui est en charge du Customer Success chez Seismic, et moi-même en charge, donc Sébastien François, en charge des partenariats. Et on va vous présenter en fait comment mesurer l'impact du Sales Enablement. Peut-être pour démarrer, une brève introduction sur Seismic. On est un groupe aujourd'hui international d'origine américaine avec 1500 personnes dans le monde et 2500 clients. Et ces clients, alors on a évoqué tout à l'heure, Grégory parlait des différents types de segmentation, mais on a à la fois des grands comptes et des comptes qui sont plus petits, comme Limestorm par exemple, qui a témoigné en juillet, sur son usage de Seismic en interne et donc son propre Sales Enablement. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est à la fois, certes, d'avoir tout ce qui est autour du Sales Enablement en termes d'outillage, mais aussi, et on va le voir, l'intégration avec les différentes technologies qui puissent exister, à la fois du CRM, à la fois je dirais, les outils collaboratifs dans l'organisation. Et c'est justement cette intégration au niveau technologique, en tout cas, qui va permettre d'avoir cette cohérence d'ensemble et de pouvoir mesurer l'impact du contenu du Sales Enablement sur je dirais, l'organisation, sur la performance de l'organisation. Mais si on revient un petit peu à la genèse, ce qui est important, c'est de voir au niveau stratégique, donc dans l'entreprise, les objectifs, la vision et les objectifs, donc la croissance, qui est le premier point, la profitabilité et l'innovation. Alors, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, ces trois-là sont intéressants parce que derrière, ça veut dire qu'il y a bien sûr une communication et un entraînement de toute alors on parle de go-to-market, mais de toutes les équipes de terrain sur cette stratégie, sur ce besoin de croissance ou sur cette innovation. Quand Satya Nadella, par exemple, chez Microsoft, ouvre les portes de l'intelligence artificielle et avec OpenAI, avec ChatGPT et bien sûr les applications qu'il y a dans tout l'écosystème applicatif de Microsoft, derrière, il faut que ce soit retranscrit, bien sûr, sur le terrain avec les bonnes stratégies. Quand on parle d'améliorer l'expérience client, quand on parle aussi d'avoir une meilleure vélocité commerciale, tous ces éléments-là, en fait, méritent d'avoir un système qui va aider à la croissance et à l'innovation. Donc, ça veut dire que derrière, il faut bien sûr aligner, Grégory en parlait, aligner à la fois le marketing et la vente, mais je dirais même aligner l'ensemble du go-to-market, puisqu'il y a aussi l'après-vente, le service client qui a besoin d'être aligné. D'un point de vue vertical, quel est le message qui doit être communiqué aux différents niveaux de l'organisation et ensuite, transversalement, c'est-à-dire d'aligner en effet le marketing et la vente, mais même d'aller même plus loin et d'aligner l'organisation avec son écosystème. Alors, son écosystème client, puisqu'on va lui apporter je dirais à ses clients de la connaissance, ensuite des éléments qui vont leur permettre de décider, de prendre les bonnes décisions sur une technologie ou sur un service, mais aussi sur l'écosystème partenaire, ou l'écosystème de distribution, qui, lui, plus il a la connaissance, la meilleure connaissance du produit, la meilleure connaissance du service, pourra communiquer et vendre la valeur de l'entreprise. Donc, c'est un alignement à trouver, une fine, je dirais, un fin mélange qu'il y a entre tous les messages et la vision stratégique au niveau top management de l'entreprise et ensuite comment c'est relayé sur le terrain. Donc, Nathalie va en parler tout à l'heure, puisqu'on va parler d'un cas très intéressant qui est le cas de Michelin, qui est un client de Seismic, et Nathalie va revenir dessus. Maintenant, si on continue un tout petit peu sur l'introduction, quand on est sur cet alignement commercial et marketing, il y a un élément, ou des éléments qui sont importants à prendre en compte, et là vous voyez quelques chiffres à l'écran, qui est l'environnement dans lequel est le commercial. Le commercial, lui, doit parler, alors l'équipe commerciale même au sens large, quand elle adresse un client, elle doit parler à beaucoup de personnes aujourd'hui,
convaincre, évangéliser ces personnes-là dans l'organisation. Souvent, on voit d'ailleurs qu'il y a des personnes qui se rajoutent au cours du processus de vente et en tout cas de la maturité du client sur l'acquisition d'un service ou d'un produit, donc qui se rajoutent je dirais, au processus, et du coup, il faut recommencer potentiellement, ou du moins apporter une consistance dans toute cette communication auprès du client. On voit aussi aujourd'hui que le délai, encore plus avec l'environnement économique actuel, mais les délais de vente sont rallongés. Alors, il y a toujours des deals qui se font assez rapidement, mais sinon, on est quand même sur des moyennes de 6 à 18 mois. 18 mois, c'est quand même assez long. Et en plus, il y a beaucoup de personnes impliquées. Il y a aussi beaucoup de meetings. On parlait d'évangélisation, on parlait d'éducation. Mais il y a aussi toute cette communication, cette formation du client sur ce qu'il va pouvoir commander et l'aider à sa décision. Et quand on regarde l'autre chiffre à droite de l'écran, 48%, alors on parlait du poisson rouge, etc., mais là on va parler plutôt des coûts, je dirais des coûts marketing, la création de contenu. Et bien c'est 48% du coût de contenu qui est perdu, qui n'est pas utilisé. Et donc, l'impact est assez important pour le marketing parce que derrière, il a dépensé du budget. 2, il n'a pas forcément les métriques pour mesurer le ROI de l'impact de son contenu sur les ventes, sur la performance commerciale. Et donc, c'est ces éléments-là qu'on va essayer de travailler. Tu vas en reparler juste après, Nathalie. Peut-être en mots de fin pour moi et avant de passer la main à Nathalie, c'est que finalement, on dit beaucoup aujourd'hui faire plus avec moins, et c'est peut-être faire meilleur ou mieux avec être meilleur et faire mieux avec moins. C'est peut-être cet élément-là qu'il faut prendre en compte. Et donc, quand on parle de next best action, next best content, c'est exactement là-dessus, être le plus pertinent possible et avoir la personnalisation au maximum vis-à-vis de son client. Mais tu vas raconter tout ça en images avec le cas Michelin. Vas-y, Nadine. Exactement. Donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui le Sales Enablement tel qu'on l'a mené chez Michelin et avec Michelin. Donc, il y a quelques années de ça, Michelin a lancé un programme de transformation digitale ambitieux auprès de toute l'entreprise. Ce projet repose sur 4 piliers principaux. Le premier étant la digitalisation. Donc, digitalisation, l'ambition de Michelin était de fournir à la fois ses équipes marketing et ses équipes commerciales une vision holistique de la relation client. Et j'insiste sur ce point parce qu'à chaque fois qu'on met un projet d'enablement en place, l'idée, et ça a été évoqué précédemment, est bien sûr de casser les silos et d'aligner ses équipes. Donc, c'était l'un des enjeux que Michelin avait pour objectif. Et également, quand on parle de digitalisation de la relation client. Ils veulent innover, ils veulent modifier la manière dont leurs commerciaux communiquent avec leurs propres clients ou leurs prospects. Donc, c'était un enjeu extrêmement important. Deuxième pilier, la simplification, parce que l'idée, quand on fait de l'enablement, n'est pas d'ajouter des process au process ou de complexifier les choses. Au contraire, l'idée est de rendre la vie des commerciaux plus simple, qu'ils soient plus efficaces au quotidien et qu'ils puissent atteindre leurs objectifs plus efficacement avec les outils et les bons process. Donc, il y avait vraiment également un enjeu de simplification. Responsabilisation, l'idée est de fournir à toutes les équipes toutes les données que l'on peut recueillir auprès des clients et par là même responsabiliser chaque acteur de la vente sur ce qu'il va faire et la manière dont il va le faire et en lui fournissant tout ce qui peut lui permettre de mieux le faire. Et tu l'évoquais, il s'agit de faire mieux, pas forcément plus, et c'est aussi un élément important. Dernier point, et pas le moins important, customer centricity. Donc, mettre le client vraiment au sein de toutes les décisions, de tous les process, que tout tourne autour du client. Alors, pour l'anecdote, chez Michelin, quand vous allez à Clermont-Ferrand, dans leurs locaux, vous avez des sièges où il y a Customer Centricity écrit dessus. Alors, ça paraît très anecdotique, mais en fait, ça fait partie de tout un programme qu'ils ont lancé de conduite de changement. Ils ont communiqué fortement sur cette valeur, le fait qu'il fallait que le client soit au centre de toutes leurs décisions.
Et effectivement, quand nous avons lancé avec eux le projet de Sales Enablement, ils ont lancé un projet de conduite de changement. Il y a des équipes dédiées, nous travaillons avec des personnes dédiées sur ce sujet. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises ont des équipes dédiées, mais en tout cas, c'est un sujet à prendre en compte, que ce soit par les équipes projet, les équipes marketing. Il va falloir mettre en place une conduite de changement. Pour ce faire, ils ont du coup mis en place une gouvernance centralisée et ensuite se sont reposés sur des gouvernances régionales, c'est-à-dire ils ont embarqué tout le monde. Et c'est un autre facteur de succès d'un projet d'enablement, c'est-à-dire de vraiment inclure à la fois les exécutifs, le top management et redescendre jusqu'aux managers de proximité. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont bien compris, qu'il fallait vraiment embarquer tout le monde pour que le projet d'enablement soit un succès. Alors, pour vous donner quelques chiffres, nous avons déployé donc la solution de Sales Enablement chez Michelin dans 10 régions différentes qui représentaient à peu près 150 pays et qui touchaient plus de 3000 collaborateurs. Quand ils ont mis donc en place ce projet d'enablement et cette conduite de changement, ils ont beaucoup communiqué. Ils ont communiqué en amont, ils ont communiqué pendant le déploiement et ils continuent de communiquer. Ils ont fait, par exemple, une vidéo où ils expliquaient aux commerciaux, voilà comment vous faisiez avant, voilà comment vous allez faire maintenant et voilà combien votre travail va être facilité. Donc vraiment une vidéo qui vendait la valeur de ce que le projet allait amener aux équipes de Michelin. Comme je vous le disais, ils ont mis en place une gouvernance de projet centralisée et ensuite des gouvernances dans chaque région. Et chaque région a été formée, accompagnée pour mettre en place ce projet d'enablement. On a évidemment mis en place des réunions mensuelles avec les équipes pour les accompagner et surtout pour récupérer le feedback du terrain. Parce que ce sont des projets qui sont en constante évolution, qui bougent, qu'on améliore de manière à les rendre les plus efficaces possibles. Donc, tout cet ensemble d'éléments a permis finalement de conduire dans les meilleures conditions, je dirais, le projet d'enablement chez Michelin. Et souvent, les projets d'enablement suivent 3 étapes, on va dire. La première étape est de mettre de l'ordre dans le chaos. Et à chaque fois que l'on travaille avec des clients chez Seismic, la première chose qu'ils nous disent quand on démarre le projet avec eux, c'est que c'est le chaos, effectivement, il y a du contenu partout, les process, on ne sait pas trop s'ils sont respectés, on ne sait pas si le contenu qui est partagé obéit à la charte et répond aux standards de la charte de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est de mettre au départ les fondations, c'est-à-dire toute la base de votre projet d'enablement, c'est-à-dire les process, des contenus qui sont organisés, que les personnes vont trouver facilement. Et vous construisez toute cette base, donc de contrôler effectivement ce chaos. Deuxième étape, puisque vous allez embarquer les équipes et que vous allez commencer à avoir de la donnée, et ces outils de Sales Enablement permettent de récolter une multitude de données. L'idée est de l'analyser et de mettre en place des tableaux de bord et des KPI qui vont vous permettre de mesurer l'impact de votre politique d'enablement. Chez Michelin, on est dans cette deuxième étape, c'est-à-dire en ce moment-là, nous sommes en train de construire des tableaux de bord spécifiques dédiés qui vont répondre à leurs enjeux, qui vont leur permettre de répondre aux questions « Est-ce que notre programme de Sales Enablement est efficace ?» Ce qu'ils veulent voir, à titre d'exemple, c'est lorsque un commercial gère un compte important, quel est le cycle de vente et quel contenu il va partager durant ce cycle de vente. Est-ce que le contenu qu'il va partager va lui permettre d'être plus efficace ou pas? Quel est l'impact de ce contenu? Donc, on est en train de travailler avec eux. Ils sont sur cette deuxième étape sur comment mesurer l'impact de l'enablement qu'on a mis en place. On va en parler juste après d'ailleurs. Exactement. On va parler des différents critères à mettre en place. Et troisième étape, eh bien, c'est de continuer cette transformation stratégique finalement des process et de l'entreprise et de la relation client.
Et je dirais, là, on le voit sur une ligne, mais finalement, c'est un cercle vertueux qui se met en place. On devrait plutôt le mettre sous forme de cercle. C'est-à-dire que vous allez récupérer des données, affiner votre stratégie d'enablement et du coup, repartir sur les fondations, les modifier, les changer de manière à toujours être dans un processus d'innovation permanente. Et à ce titre, je vous parlais de digitaliser la relation client. Nous travaillons également avec les équipes de Michelin à mettre en place des mini-sites, c'est ce que la solution permet, de manière à ce que quand ils vont voir des prospects ou des clients, ils puissent avoir une présentation dynamique de leur offre. Si le client est intéressé par tel élément, il va pouvoir se diriger vers toute l'offre qui correspond à ce qui l'intéresse. Donc, l'idée vraiment, c'est de modifier la manière dont ils interagissent avec leurs prospects. Et tout ça, on ne l'a pas fait dès la première étape, c'est-à-dire on commence à aborder ce sujet maintenant parce que c'est dans cette dynamique d'amélioration continue du programme d'enablement. Donc, oui, enfin, sur les indicateurs clés de performance, mais on va faire un petit peu tous les deux. C'est bien sûr. donc c'est déjà très intéressant d'avoir du concret, je dirais, de la part de Michelin et d'autres clients qu'on a. Hein, mais un des points, c'est vrai que de mesure, c'est déjà la rapidité d'onboarding. On est sur généralement des cycles de formation quand un nouvel employé arrive, plutôt de l'ordre de 3 mois, 90 jours. Là, l'objectif, c'est qu'on réduise cette rapidité d'onboarding. Exactement. Oui, l'idée, c'est une des premières mesures de rendre les commerciaux opérationnels beaucoup plus rapidement et donc de réduire ce temps d'onboarding. Et comme on est sur les indicateurs clés de performance, pareil, dans un projet d'enablement, ce qui est bien, c'est que vous ayez ces chiffres au départ, c'est-à-dire avant de déployer le projet pour que vous puissiez ensuite benchmarker finalement ces KPI, c'est-à-dire avec quoi on démarre, quel est notre temps d'onboarding d'un commercial actuellement, à partir de quel moment est-il opérationnel, et ensuite le mesurer une fois que votre projet d'enablement a commencé à être déployé et à être finalement optimisé. Donc le deuxième point, c'est l'efficacité du contenu. Là, on parle. C'est vrai que je disais tout à l'heure, le ROI est compliqué à mesurer sur l'efficacité de revenu et du coup, quel est l'impact sur les ventes. Donc ça, c'est vrai que sur la plateforme Seismic, on a ces outils-là. Est-ce que tu peux décrire le lien entre justement, j'ai un contenu et derrière, comment je mesure l'efficacité par rapport à quoi? Oui, alors premier élément, et ça vaut pour tous nos clients, lorsqu'ils commencent à mesurer quel type de contenu utiliser et quel volume de contenu utiliser, la grande surprise, c'est que, et tu as évoqué ce chiffre auparavant, plus de la moitié en règle générale du contenu n'est jamais utilisé. Quand je dis jamais, c'est-à-dire il n'y a pas de clic dessus. Donc là, déjà, c'est un premier constat, une partie du contenu que le marketing produit, finalement, ne sert à rien. Alors, pas forcément qu'il ne soit pas utile, mais soit les commerciaux ne savent pas qu'il est là, soit ils n'y voient pas l'utilité. Donc ça, c'est un des premiers constats et c'est important dans la performance de contenu de mettre finalement, enfin dans la production de contenu, de mettre l'énergie au bon endroit. Donc ça, c'est une des premières choses qui est mesurée. Et ensuite, ce qui va être mesuré, c'est dans un cycle de vente, quel type de contenu est utilisé et est-ce que le fait que ce contenu est utilisé a permis au commercial d'être plus performant, de closer le deal plus rapidement ou de le closer tout court d'ailleurs. Et ensuite, de partager ces bonnes pratiques auprès de l'ensemble de l'équipe commerciale. Donc vraiment, au départ, c'est juste de voir si le contenu est consommé. C'est un premier, je dirais, indicateur pour que les équipes commerciales finalement mettent l'accent au bon endroit. Je dirais en plus d'avoir ces données, je fais un petit aparté, permet de dépassionner finalement la relation marketing-commercial puisqu'elle repose sur des chiffres. C'est-à-dire, ce n'est pas, j'ai pas le document. Grégory tout à l'heure, c'est voilà, j'ai pas le bon contenu. Et j'ai pas le bon contenu. Il parlait de cette relation-là, souvent qu'on retrouve dans les entreprises. Mais au moins là, on a des chiffres et on a des données fiables. Et ensuite, cet impact. Qu'est-ce qui fait que mon commercial va être plus efficace, qu'il va pouvoir closer plus de deals ou plus rapidement.
Bon, l'efficacité du contenu, quand c'est You Love Word qui le produit, c'est 100%, ça on sait. Mais, Voilà. mais l'amélioration du pipeline, et c'est là où je disais au début la partie intégration, et elle est très importante cette partie intégration, parce que justement, le fait d'un pipeline en général, on le surveille dans un CRM avec potentiellement d'autres outils complémentaires. Mais si on n'a pas cette corrélation entre le contenu et le pipeline et la progression du pipeline, à ce moment, on manque des données. Enfin, on manque de consistance, en tout cas, dans la donnée. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants dans le projet d'enablement. C'est avec quelles sont les intégrations que je vais avoir, autant côté marketing, avec la production de contenu et la diffusion potentiellement de contenu dans le cadre de campagne ou d'ABM, par exemple, et ensuite l'amélioration du pipe, vraiment côté commercial. Satisfaction client, c'est un quatrième point. Et là, c'est peut-être plus sur la manière de présenter le contenu. Exactement. Et surtout, on parlait de meilleur ou de mieux avec moins, et on peut peut-être parler de personnalisation à ce moment-là. Exactement. Parce que ça, c'est une demande évidemment maintenant de tous les clients potentiels que nous sommes, c'est d'avoir du contenu personnalisé qui corresponde à vos enjeux et à ce que vous souhaitez faire. On ne veut plus de contenu standardisé envoyé par mail. Donc, l'enjeu de la personnalisation est extrêmement important et l'enablement permet cela, permet de personnaliser le contenu en fonction des personnes qu'on a en face et du client. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voire de faire des contenus très engageants, dynamiques, qui permettent effectivement de se montrer réactifs et de s'adapter en direct aux besoins du client. Donc effectivement, tout ça, et ça c'était un des enjeux chez Michelin, c'est-à-dire de moderniser, d'innover en termes de relations clients. Et du coup, le dernier point, c'est l'impact sur le revenu, on en a parlé, mais c'est impact sur le revenu qui est évidemment très bénéfique pour le directeur commercial et les équipes commerciales au sens large, également les équipes Customer Success et les équipes d'accompagnement post-vente, et aussi pour le marketing qui peut enfin justifier, ou expliquer son ROI, et du coup pas forcément avoir moins, mais avoir encore plus d'impact sur le revenu. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un des enjeux que l'on souhaite mesurer actuellement chez Michelin également. Donc, l'importance de l'intégration avec le CRM pour pouvoir mesurer ce type de KPI, en fait. Oui. Alors, du coup, je regarde s'il y a des... On arrive quasiment à la conclusion. Je ne sais pas s'il y a des questions à prendre avant qu'on puisse conclure. Alors, on a une question de Renata qui demande comment savoir qu'un contenu a permis d'avancer dans la vente. Donc, comment savoir qu'un contenu a permis d'avancer dans la vente? Ce qui est la question de Renata. Tu veux répondre ou... Comme tu veux, vas-y. Vas-y. Alors effectivement, c'est l'idée. Alors comme je disais, on va se connecter au CRM pour avoir ces données et suivre le cycle de vente. Et c'est d'avoir des avant-après, de savoir que quand on avait tel type de cycle de vente ou quand un commercial vend à un client, à quel moment il a utilisé du contenu. Et est-ce qu'un commercial qui n'a pas utilisé ce contenu a été moins performant que celui qui a utilisé du contenu? Donc, c'est vraiment de voir si au moment où le contenu a été partagé, ça a accéléré, c'est-à-dire est-ce que le prospect ou le client a répondu plus vite, a été plus réactif, a été sensible à ce qu'il a vu. Les outils d'enablement permettent de savoir ce que le client a consulté et sur quelle page il s'est attardé. C'est-à-dire, on peut aller très loin dans les données et donc analyser si, quand j'ai envoyé le document, partagé le document, celui-ci a été tout de suite vu et sur quelle page il s'est attardé. Et c'est ça qui permet de voir si le contenu, finalement, a un impact ou s'il n'a pas du tout été regardé également. Et on voit, juste en complément, on voit aussi, et j'en parlais tout à l'heure, le nombre de meetings et le nombre de personnes qui sont impliquées dans une vente. Ça, il y a aussi des meetings. Alors, on est en hybride, on est en ligne, mais il y a aussi des éléments qui vont permettre de mesurer justement la conversation et la prochaine action qu'il y a post-meeting. Et ça va influencer aussi je dirais le basculement d'une étape à une autre dans le cycle de vente. Donc on sait aussi mesurer d'un côté par le contenu et de l'autre côté par la conversation, l'interaction qu'il y a avec le client, si ce qu'on a fait finalement, ce qu'on a produit et communiqué
a permis de passer à l'étape suivante. C'est ça, c'est cette progression-là où l'âge on voit dans les CRM, il y a l'âge de l'opportunité. On va pouvoir mesurer si l'âge de l'opportunité est moindre et comment on a impacté justement cette vélocité du pipeline et de la progression du deal. Et il y a Laurent qui nous demande également est-ce que vous avez déjà fait de l'A/B test, un contenu et testé 2 commerciaux différents, par exemple, pour la performance. Alors, pour savoir si on teste ou pas les commerciaux et leur performance. Alors, je ne sais pas si on doit répondre de manière correcte ou pas, mais en tout cas, c'est possible. Il y a les métriques pour mesurer, je dirais, la performance individuelle ou la performance d'équipe. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si on est dans le benchmarking ou dans le laboratoire, mais c'est intéressant en effet de voir en tout cas ce qui fonctionne auprès des équipes et ce qui potentiellement n'aide pas à une vente ou n'aide pas en termes de formation ou d'onboarding. Si, par exemple, on forme un commercial, pas forcément sur le produit lui-même, mais sur une technique de négociation, et que l'autre, on ne le forme pas forcément sur la technique de négociation, à voir en effet si l'un se débrouille mieux que l'autre. Je ne sais pas si on peut donner des exemples très détaillés là-dessus, parce que c'est un petit peu confidentiel en général, mais ça peut être un exercice. Oui, effectivement. Il y en a qui le font ou pas dans nos clients? Il y en a qui le font. Voilà. Ça se fait en tout cas. Et on a une dernière question de Chloé qui nous demande comment vous partagez des livres blancs. Est-ce que vous les partagez en PDF, via des liens de page, etc. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que, en fait, comment est partagé le contenu et du coup, comment on mesure l'interaction avec le contenu? Tu veux parler sur ce qu'on appelle nous lifetime, mais peut-être échanger un petit peu. C'est-à-dire, on a différentes manières de partager du contenu. Ça peut être l'envoi d'un lien personnalisé et qui nous va permettre de tracer la manière dont le contenu est utilisé, c'est ce que je disais. Donc, du coup, quelles pages ont été consultées, si le contenu a été ouvert. On a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle une Digital Sales Room. Donc, c'est une page dans laquelle on va mettre plusieurs types de contenus. On va pouvoir ajouter du texte, on va pouvoir mettre des logos, des images, des vidéos dans cette page. Là, quand on parle de digitalisation de la relation client, vous arrivez à une page qui va être extrêmement dynamique, extrêmement agréable à regarder et qui a un impact très fort chez les clients. Nous-mêmes, on utilise notre propre technologie. Je l'ai utilisé avec Michelin et il y a eu un effet waouh. Donc, c'est une manière de partager différemment le contenu. Et sur cette page, de la même manière que si on partage un lien, on va pouvoir récupérer toute la donnée de ce qui a été consulté. Donc, il y a des manières extrêmement dynamiques et engageantes de partager ce type de contenu, dont les livres blancs. Et il y aura des sujets sur l'ABM un petit peu plus tard dans la matinée. C'est vrai que ce qui est applicable pour les commerciaux est peut-être appliqué aussi pour le marketing. Et quand on est, il y a des intégrations par exemple de Seismic avec Marketo, Adobe parlera tout à l'heure, ou avec d'autres outils d'automatisation de campagne marketing. C'est vrai que le fait d'aller plus loin, on sait aujourd'hui dans ces outils-là, ce qui a été lu consulté comme email, mais on ne sait pas forcément de manière détaillée sur quelle partie du contenu a été consultée. Et donc, avec Seismic, on peut aller plus loin et d'amener justement du feedback sur le prospect. Qu'est-ce qui l'intéresse exactement comme contenu, à la fois vidéo d'ailleurs, parce qu'on parle de PDF et autres, mais il y a aussi le contenu vidéo, et le contenu donc statique ou le contenu vidéo. Donc tous ces éléments-là aident de manière transverse. Je crois à moins qu'il y ait une dernière question, on arrive au bout. Peut-être en guise de conclusion, on a donc là présenté un petit peu les éléments des indicateurs clés de performance, mais mis dans un contexte qu'est Michelin. Et on est Seismic, nous, une plateforme qui aidons. Il n'y a pas que la technologie, mais il y a toute une méthodologie, des process, de l'entraînement, de la gouvernance. Donc, c'est tout un système finalement qui va aider à l'enablement. Je pense qu'en tout cas, la technologie, la méthodologie et avoir le bon sponsorship top-down, hein, vraiment que l'organisation entière soit autour de comment on arrive à mieux aligner les équipes et à mieux performer, finalement, l'enablement est au centre de ça. Exactement. Non, c'est bon, parfait. Bon. Merci à tous et bonne continuation de matinée. Je vais juste présenter donc
les prochains speakers, les intervenants. Donc, Elodie Fischer de Essilor Luxottica, qui est Head of Marketing Digital chez Essilor Luxottica, et Laetitia Lastoulia, qui est content strategist chez You Love World. Merci à tous et bonne matinée.